François Bon, les carnets. Je voudrais revenir sur, non pas la vidéo d'hier, c'est plutôt un embranchement en étoile, le point déclencheur. Le point déclencheur, j'avais mis, comme je fais souvent, sur Facebook, comme ça me surprend, ou faire une petite, ou plutôt juste pour avoir l'extériorité, pour regarder depuis une publication, une image réalisée avec une application générative. Il s'agissait j'avais voulu dans la soirée travailler sur des suites d'utopies urbaines et simplement j'étais parti du principe que dans ce qu'on entrevoyait là d'une ville, puisque l'application générative elle utilise toujours un petit peu les mêmes perspectives, les mêmes trucs, que le principe c'est que à quelque endroit qu'on mette un observateur dans cette supposée réalité fabriquée par l'image, la ville se repropagerait de la même façon. Et j'avais eu du mal à le faire entendre à l'intelligence artificielle de la machine, et puis finalement ça avait donné une espèce de ville avec un reflet qui partait comme ça, qui se disloquait dans la nuit. Alors je lui avais demandé de réinsister en partant là sur cette dislocation dans la nuit. Ça m'avait donné une image un petit peu curieuse, mais en tout cas je la garde comme trace parce que c'est aussi de l'artisanat, de l'apprentissage, c'est un outil. L'aquarelle, c'est aussi un outil. Un dessin à la mine de plomb, c'est aussi un outil. La différence, c'est quoi? C'est les algorithmes de production d'images? Non, en l'occurrence, l'outil. Parce que moi, je ne suis pas dessinateur. J'ai toujours été très empoté avec ça. Même, je pourrais faire une vidéo, par exemple, sur mes mauvais souvenirs de dessin. En particulier à partir du collège. Tu es à Saint-Michel-en-Lerme, au bord de la mer. On te demande de dessiner une montagne. Toi, une montagne, bon, tu vois vaguement parce que tu es déjà lecteur de Jules Verne. Et donc, je fais ma feuille comme ça. Puis la montagne, elle partait là. Elle montait. Elle faisait comme un petit W ou un petit M à l'envers. Disons un W à l'envers, ça fait plus Pérec. Et elle retombait sur le bord plat. Bah ouais, mais en même temps, on vivait dans des anciennes îles. Et c'était ça ma montagne. Et je revois toujours le prof, il s'appelait Monsieur Martin. Madame Martin, elle nous faisait le français. Prenant ma feuille et la montrant à tout le monde pour me faire honte. T'as déjà vu une montagne qui partait comme ça, là? Bah ouais, il y a des endroits où c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Il ne le savait pas et moi non plus. Donc j'ai eu honte. Mais là, est-ce que je m'improvise avec ces outils au même niveau de questions plastiques, d'exercice, d'habileté? Tiens, que mon copain Jacques Muron, quand je le voyais travailler la gravure au burin à la Villa Médicis, non, évidemment, c'est pas la même chose. La question, c'est que le rapport, là, ou du moins ce que peut-être nous, on explore. Le message là, du monsieur disait « Je vois bien ce qui vous fascine ». C'est pas si simple. Il n'y a pas de fascination. C'est que l'outil qui nous permet de travailler et de générer l'image, c'est le texte. Et pas simplement dire au texte « Dessine-moi un mouton ». C'est de lui dire fabriquer l'idée conceptuelle d'une ville où, selon qu'on place l'observateur, le même dessin, la même construction est susceptible de se reproduire jusqu'à l'infini. Alors, ce qui me rétorque, les images sont inquiétantes parce qu'elles elles viennent là de l'intelligence artificielle. Donc, là, j'ai répondu dans cette vidéo d'hier, c'était le thème. Non, c'est simplement à quoi bon travailler à ça si c'est pas nous pour explorer notre inquiétude et trouver des sources ou des racines de l'inquiétude qui nous ouvrent comme à rebours, de l'autre côté de la surface qu'on explore, là, dans le quotidien, dans l'ordinaire, dans le visible, dans la peine, dans les coups, dans l'usure, ce réel là, qui nous semble de plus en plus, avec sa teneur d'angoisse. Comment on peut l'explorer depuis l'extérieur, depuis l'autre face? Et ça, c'est un thème, rappelez-vous ce livre-là de Alfred Koubine, peintre d'une exceptionnelle virtuosité, et qui écrit un livre formidable aussi qui s'appelle « De l'autre côté ». Et c'est dans cet endroit-là où tout d'un coup, est-ce que c'est l'image qui m'intéresse? Non, c'est de fabriquer le texte qui va permettre
de rendre poreuse l'image comme surface. Est-ce qu'il y a une image vraie, une image inquiétante? Oui, il y a une matérialité de petits pixels qui se transposent et qui s'organisent là sur un écran pour fabriquer quelque chose qu'on interprète, nous, comme une représentation. Et si on l'interprète avec une représentation, si on l'interprète en tant que représentation, c'est parce qu'elle convoque et qu'on apporte la totalité existante de nos pré-représentations et qu'on la confronte avec ce qui ne colle plus ici. Et ce monsieur qui ensuite part sur quelque chose, il dit... il parle d'expérience concernant ce qu'il appelait les vraies choses. Et cette question du vrai, du pas vrai, évidemment, c'est bien plus compliqué. Qu'est-ce qu'une vraie chose? Et il cite comme exemple, et c'est ça dont je n'arrive pas à me débarrasser, je l'en remercie quelque part, le miroir, dit-il, qu'à Sainte-Hélène, le médecin, vous savez, le médecin, on avait viré celui de Napoléon, lui avait imposé un médecin anglais, mais qui souvent d'ailleurs s'opposait là, à ce qu'on faisait subir à Napoléon là, de la part de l'amiral qui était en charge de sa garde. Et pour vérifier qu'il était mort, on approche ce miroir de sa bouche. Évidemment, il n'y a pas d'haleine, il n'y a pas de souffle, donc le miroir n'entre pas en contact, mais simplement, s'il n'y a pas de souffle, on constate la mort. C'est une grande question pour le 19e. Prenez Rilke, les cahiers de Malte Laurids Brigg. Vous avez lu les cahiers de Malte Laurids Brigg? Eh bien, dans les cahiers de Malte Laurids, Rilke raconte cette pratique qui, au 19e, était ultra courante. Hier, j'ai mon presque homonyme Gustave Le Bon, qui a fait tout un livre sur comment juridiquement établir qu'un mort est mort. C'était pas évident au 19e. C'est tous les trucs là qu'on retrouve, des cercueils grattés ou des morts là qui reviennent, ou ce que fait Maupassant dans cette histoire où tout d'un coup Schopenhauer, tandis qu'on veille son cadavre, hop là, son dentier sort de sa bouche et tombe par terre. Formidable cette histoire de Maupassant. Eh bien, dans Rilke, c'est cette tradition, tout le 19e, qu'on prend une longue aiguille et qu'on enfonce l'aiguille dans le cœur du mort. Et là, alors évidemment, je ne pense pas historiquement qu'on ait fait subir ça à Napoléon, mais est-ce que quelque part, certainement, dans ces horrifiques musées de médecine avec des cires et tout ça, il y en a à Montpellier, il y en a à Paris, ça risque pas que j'entre dans ce machin-là, mais je suis sûr qu'ils ont gardé de ces aiguilles à transpercer le cœur des morts. Relisez Malte Laurids Brigg, et ce miroir, pour moi, me paraissait comme... Mais c'était plus paradoxal. Ce miroir, on se regarde soi-même. C'est-à-dire, est-ce que le mort encore est capable de se regarder? C'était pas la question, mais c'est sous-jacent. Est-ce que le mort aurait pu déposer son haleine sur le miroir? Est-ce que le miroir est dépositaire de l'haleine du mort? Ben non, puisque justement, le mort n'a plus de souffle. Donc c'est un objet parfaitement... mort, encore plus mort. Est-ce que c'est une vraie chose? Qu'est-ce qu'apporte à ce miroir le fait d'avoir été utilisé pour ne pas recueillir le souffle du mort? Et en quoi, dans cette vraie chose, elle est lestée? Donc je pense que ça, je ne sais pas s'il s'en rendait compte ou pas, ce monsieur qui me faisait un commentaire Facebook, qu'est-ce que confère à un objet le fait que pendant une minute, il a servi à rien, puisque justement le mort ne pouvait pas, par essence, déposer ce souffle. Alors ça m'a renvoyé encore des trucs, ces objets et ce rapport à la mort. Et ma première idée, c'était dans cette pièce là où je travaille, où j'enregistre, puis je cherche l'intimité, là, même là, par exemple, pour faire cette vidéo, il faudrait être tout près de l'appareil. Alors je l'ai mis là, il y a la surface de mon bureau qui est là, et là la caméra, j'ai surbaissé le trépied là pour être au-dessus un petit peu, pas importance, mais être comme si je vous chuchotais quelque chose. Là, vous le voyez pas, mais juste ici, là, il y a le micro que j'ai mis aussi tout près, et dire là, j'ai pas de miroir. Alors
avant-dernière digression, oui, des miroirs. Alors, je pense et j'ai repris ce livre que j'ai fait en 2012. Là, c'est la version de poche. J'aime pas parce que y a des illustrations, c'est mauvais. Et là, par contre, on se retrouve dans le statut, pour moi, atroce de l'illustration. C'est pas de la faute. De toute façon, c'est les points. C'est bien, bon, mais une vague photo, une guitare électrique qui n'a rien de spécial, une vague de chevaux. Enfin, c'est des petits timbres-poste. Justement, c'était écrit. Ce que peut-être je sais plus faire aujourd'hui, puisque je travaille avec l'image dans la version pré-poche du livre, mais j'en ai plus ici. Évidemment, la couverture, elle, n'incluait pas d'illustration. Par contre, sur mon blog, il y en avait toujours, mais je les choisissais autrement. Et bon, c'est autre chose. Donc il y a une trentaine, 32 ou 34 ou 36, je ne sais plus. Je me suis aperçu en gros au premier tiers du livre. C'est une époque où ma mère était autonome, mais je téléphonais chaque dimanche et il y avait toujours un petit moment où il fallait s'assurer qu'elle reconnaisse qui j'étais et qu'elle se souvienne de qui j'étais. Et par contre, moi, j'alimentais la conversation avec des éléments qui, pour elle, pouvaient être clairs parce qu'ils repartaient de zones qui n'avaient pas encore été affectées par la maladie, donc des zones du passé. Par exemple, et c'est venu là, dans le milieu du livre, qu'est-ce qui a été le premier chez nous? Moi, je suis né en 1953. En 1964, on a déménagé, ça correspondait à la 6e. La télévision, on l'a eu juste un tout petit peu avant, en 1962, mais c'était la guerre d'Algérie. C'est de gros trucs noir et blanc, mais ensuite ça a été l'assassinat de Kennedy, etc. Donc là, il y avait des repères précis, mais juste en amont. Qu'est-ce qu'on a eu le premier? Le réfrigérateur ou la machine à laver? Dans les deux cas, j'avais des images qui précédaient. Le garde, je sais plus comment ça s'appelait, le garde-manger, voilà, petite cage grillagée, aérée, où on conservait le beurre, le fromage, etc. C'est la Vendée rurale. Et puis, de l'autre côté, si tu mangeais un poulet, tu avais une caisse à claire-voie, parce que la poule, tu allais la chercher vivante. Et puis, la première machine à laver, une machine vedette qu'on a eue, je me souviens que mon père l'avait laissée sur une espèce de palette, parce que c'était un bel objet. Tu le mets pas par terre, tu le mets sur une estrade, comme la parole du prof sur l'estrade. Et donc, j'ai demandé à ma mère, qu'est-ce qu'on a eu d'abord, nous? Le réfrigérateur ou la machine à laver? Et ça, donc, j'ai compris, à mesure du livre, pourquoi j'étais dans cette quête et qu'est-ce que je cherchais moi-même. Et puis, petit à petit, ça a été relayé. C'était relayé par l'armoire aux livres du grand-père maternel, donc le père de ma mère. Ça, c'est encore tout. Je ne vais pas me perdre là-dedans. Il y avait dans cette maison où il y avait l'armoire aux livres, au mur, un tout petit miroir 3 faces. À l'arrière, c'était du cuir, il y avait une petite chaîne, un clou au-dessus, le clou est toujours resté. Et nous, enfants, alors là, le grand-père venait se raser devant ce truc. Et enfant, c'est-à-dire, tu repliais, puis tu voyais plein de visages de toi qui partaient en continu, et puis, ou alors ça se déformait à mesure que tu brassais ces trucs-là. Souvenirs d'enfance, comme chacun de nous a de ce genre de souvenirs d'enfance. Oui, mais cette maison, donc ça aussi j'en parle ici, c'est un cousin très proche de mon âge, mais qui à 17 ans a été affecté d'une cécité qui est très vite devenue totale. Bon, Jean-Claude, quand il était dans cette maison, qui était lui aussi sa maison de tous les étés, c'est le seul endroit au monde où il n'était pas aveugle, puisque le réel qu'il avait en tête. Donc on a eu ce prodige-là pendant un demi-siècle, une maison qui restait telle qu'elle, parce que Jean-Claude ne pouvait pas matériellement changer quoi que ce soit. Et après la publication de ce livre, nous on a travaillé pendant le confinement avec Jean-Claude, vous retrouver tout ça sur mon site si vous cherchez, à son propre livre, sur son rapport justement à la cécité. C'est une formidable expérience pour moi, et en remerciement, un jour il me dit tiens, il décroche ce miroir 3 faces et il me l'offre. Jean-Claude est décédé il y a pile 1 an, maladie de Charcot, quelques semaines, c'était embarqué. Et juste à peine j'étais revenu là, bon, il a rejoint le cimetière, où il y a aussi ma grand-mère, mon grand-père. Vous vous embête pas avec ça. Et à peine là, je range, justement parce que je voulais, peut-être, je sais pas, t'as le besoin. Boum, le miroir, je l'ai dans les mains, il explose.
Et j'ai pas vécu comme ce truc de superstition, pas cassé. Non, 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 non. C'est-à-dire, ah tiens, Jean-Claude, il est venu, il l'a emmené. En plus, Jean-Claude, c'est quelqu'un où tous ces genres de trucs-là, c'est pas pour rien, cette Vendée, là, de vieilles sorcelleries. Il était loin et il m'a emmené aussi dans certains endroits où je serais pas allé sans lui. Donc ben voilà, depuis le miroir, il est parti. Et tout d'un coup, c'est ce miroir qui me revenait là. Et bizarrement, il n'est pas dans le livre. Alors que ça, c'est curieux aussi. Tu projettes rétrospectivement le livre est de 2012, des éléments qui sont reliés au livre, et tu découvres que non, en fait, ils sont reliés au livre, mais ne lui appartiennent pas. Et c'est là où je voulais juste aller. Ce miroir tendu devant la bouche de Napoléon pour vérifier s'il était mort. Évidemment, tu te dis, wow, montrons aux gens ces miroirs où ils pourraient se voir, mort ou non mort. Je t'applique ce miroir-là dans la foule, parce qu'il parlait d'une exposition à Poitiers. Souffle, si tu n'as plus de souffle, c'est que t'es mort. Et quand tu vois la vie d'aujourd'hui, où ils sont les miroirs, ils sont là. Et quand tu les vois tous dans les rues, en Chine, à Paris, ou là je reviens de Bruxelles, tu marches avec le miroir, tu as envie de leur dire sur ton téléphone, est-ce qu'il y a ton souffle là qui sort et peut-être qu'on est mort à cause de que ce n'est plus un miroir. Si, tu peux faire du selfie, mais le selfie, c'est lui qui le produit avec un algorithme de reconnaissance et d'interprétation, avec une caméra qui est encore plus myope que moi. Donc, et tu vois toutes les résonances que ça prend. Et son miroir, j'arrive pas à m'en débarrasser. Ce miroir porté. Et je dis, mais est-ce que toi, tu es vraiment indemne de ça? Après, tu repenses justement à tous ces gens-là qui viennent traverser tes livres, qui sont les gens que tu as à l'intérieur de toi. Et des choses des morts, ce que j'ai à me servir d'un pied à coulisses? Jamais. Simplement, c'est le pied à coulisses de mon père. Est-ce que je m'en servirais ou pas? Non, jamais. Mais il est là. Et idem pour le grand-père paternel, et idem pour la grand-mère maternelle. Et je sais très bien, là j'ai même sa machine à écrire depuis 1 an ou 2. Qu'est-ce que j'en fais? Rien, je saurais cette petite machine. Est-ce que j'ai des souvenirs d'enfance? Il y a cette machine à écrire, oui, mais c'est pas mes souvenirs d'enfance à moi qui comptent. Et puis j'ai d'autres choses aussi. J'ai un petit truc, tiens, quand elle travaillait, elle, la Bretonne, envoyée à Paris, sténo, dactylo, bilingue après 1 an passé à Londres, et j'ai aucun document sur son séjour à Londres, mais dans les rues de Paris, là, mon père est né en 1924, donc c'est 1920-1922, eh bien, le midi, quand tu descendais du bureau, tu chantais dans la rue. Et le gars qui faisait chanter, il vendait des petits recueils là, de chansons. Et ça, j'ai gardé ces petits recueils de chansons. C'est ma grand-mère. Et 1920, là, et tout d'un coup, là aussi, tu vois, ces pratiques là de musique, de chant, de machin, de relier au monde du travail et tout ça, comme ça. Mais le monde vrai, les choses vraies, c'est par ça, c'est plus que ça. Après, moi j'ai compris, après ça, j'ai fait un livre qui s'appelait Après le livre, où là, tout d'un coup, il s'agissait de dire qu'est-ce qui se passe quand je lis sur une liseuse. Et c'est là encore, qu'est-ce que j'aimerais faire 10 ans plus tard, 2011, tu vois, bon, manque de peau, c'est pas moi qui ai les droits, c'est au seuil, mais qu'est-ce que j'aimerais refaire une deuxième version, après le livre 2, 12 ans après. Il n'y a pas tous les fondamentaux du bouquin, je les assume. Mais le relire avec une histoire comme ça du numérique qui est ultra compressée, et c'est seulement rétrospectivement que je me suis que là, peut-être, j'ai consacré 2 ans de ma vie à travailler sur un bouquin où, via la médiation de mes morts, je pouvais entrer dans ce rapport aux choses, ces choses qui, aujourd'hui, n'ont plus besoin d'histoire matérielle, ni même en partie d'une histoire technique dédiée. C'est-à-dire, là, ça, c'est mon appareil photo, ma caméra.
Mais là, est-ce que c'est pas dédié caméra? C'est une suite d'algorithmes avec un truc de 72 mégapixels qui interprète, ah là, ce que tu vois, c'est un visage, donc si tu veux qu'il soit à peu près net et se fasse passer pour un visage, etc., etc., j'en reviens toujours là. Et si je veux écouter de la musique, à côté, bah tiens, j'ai 1 m3 de CD. L'autre jour, je disais à un copain, mais écoute, j'arrive pas à les emmener à la déchetterie. Et il me dit, moi, je veux bien. Bah, je lui dis, bah, écoute, moi, il y a une condition, c'est que tu viens de prendre le mètre cube et que bah, c'est toi qui les emmèneras. Moi, je veux pas les voir partir à la déchette. Et encore, il s'agit de CD audio. CD audio, moi, ça a commencé à Stuttgart 92, 93, 94. Et donc, tu vois, t'as 40 balais, et t'es passé des 3 tours qu'il y avait à la maison, sur le gros Telefunken qu'ensuite t'avais transformé en ampli pour une guitare où t'avais rajouté un micro, tout ça s'est raconté là. Et puis ensuite, bah, le premier électrophone quand t'es en 3e, c'est les vraies choses dont parle ce monsieur. Mais ces vraies choses, maintenant, c'est plus juste que le streaming, c'est d'autres. Est-ce que j'ai à dire là des choses définitives? Non. Simplement que dans cette espèce d'interaction permanente de l'outil et de la représentation, de la construction de représentation, de l'illusion de réel. Alors je comprends que ce soit inquiétant. Qu'est-ce qui est inquiétant? Tu demandes à l'image numérique de te produire, par exemple, une image de moteur. Elle va te produire une image de moteur extrêmement documentée. Donc avec illusion de réalité. C'est-à-dire que tu ne pourras pas distinguer, c'est facile si tu lui dis, là hier j'avais mis une image aussi, un type qui se prend les mains comme ça. Dans l'état actuel, là, ils sont incapables. Tu avais une main qui avait 3 doigts et l'autre qui avait le truc. Bon. Donc si tu regardes de près, tu vois bien que les doigts ça marche pas. Par contre, la représentation, c'est-à-dire quelqu'un se met les mains sur le visage pour ne plus voir. Ben là, on est dans une tradition, un archétype de la peinture et un archétype de notre propre rapport, là, à ce monde qu'on appréhende justement par la littérature, par justement ce besoin d'explorer en nous la peur. Alors, oui, j'ai des objets ici, j'en vois un là sur l'étagère, où les objets qui m'entourent, quelque part, sont autant de traces matérielles qui me relie à mes morts. Et c'est une interprétation, c'est-à-dire ce vague bout de bois que je vois là-haut. Attendez, je vais vous le montrer. Il ne m'est pas possible de vous raconter ici, ça ne m'appartient pas, de quelle mort il s'agit. Et pourquoi ce bois est là, et comment, et d'où venu. Et pourtant, il est là. Et là, tu vois, mon correspondant qui organise une exposition à Poitiers où il y aura ce miroir qui n'a servi à rien. Je le comprends. Je le comprends et ça me renvoie précisément à ces choses où est-ce que je constitue un musée de moi mort ? Est-ce que cette masse-là de 3000 vidéos, à l'heure actuelle, même probablement bien plus risquée, bien plus esthétiquement construite que la somme des 50 bouquins que j'ai pu accumuler et donc que j'essaye là maintenant de supprimer les traces, élaguer, virer, alléger, enlever les brouillons, enlever les cahiers, et j'ai pas fini de cette histoire. Et justement, parce que justement avec cette masse-là de vidéos, on entre dans de l'éphémère, dans du périssable, dans des continents qui eux-mêmes disparaissent à mesure qu'ils sont produits. Là est notre profond. Et dans ce profond-là, cette non-matérialité, elle témoigne de quoi? Elle témoigne de notre synchronicité avec cette mutation grave et essentielle. Je ne peux pas le dire autrement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux aujourd'hui que de travailler dans l'intérieur de la mutation et porter témoignage de l'intérieur de la mutation?
Je pense très gravement, par exemple, à cet ami qui est au Japon, qui s'appelle Karl Dubost. Si vous connaissez ce blog, lag-grange.net. Cette histoire du miroir de Napoléon, comment ça me poursuit. Et ces témoignages matériels de vraies choses, dont non, je ne peux pas me passer, parce qu'ils sont pour moi témoignages actifs de la présence de mes morts, y compris dans ce travail où, tu vois, je vais finir là-dessus, mon grand-père paternel, je le revois encore, sans doute c'est le tout début de ce jour, c'était la maison de Luçon, donc en gros il avait 70 ans, il avait l'âge que j'ai maintenant, me déballant et me sortant ce qui était eux leur occupation à la RATP, c'est-à-dire c'est quoi cette histoire, t'es apprenti menuisier là, dans ton bout de Vendée, 1899, t'as 15 ans en 1914, et ben en 1915 à tes 16 ans t'es balancé dans une usine d'aéronautique à Paris, et je le revois encore, apprenti menuisier, attention, il a appris sur le tas, mais il dit j'ai touché le manteau de Guy Neumer, c'est-à-dire l'aviateur qui passe dans l'usine où on fabrique là, les petites rouages, les petites choses là, de ces avions. Et là, par exemple, c'est ça je le garde, tu vois, j'arrive plus à le déboîter, mais tu vois ici une tige à 5 pans, une rondelle à 1 mm d'acier avec un trou circulaire qu'il faut augmenter à 5 pans. Voilà, tu as 10 heures, un rapporteur et la lime, il faut que ce soit jeu coulissant. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait, en 1919, la guerre finie, de reconvertir le matériel civil, le matériel militaire, en matériel civil pour les ateliers championnés de la RATP, ce qui deviendrait, c'était la TCRP, les transports de la région parisienne, qui deviendrait plus tard la RATP. Et là, dans ces... ils avaient fait quoi, les gars? Avec des enroulements de cuivre, la perruque, comme on dit. Un appareil radio à galène. Va chercher le mot galène, G-A-L-E-N. Tiens, ça ferait un beau nom de site internet, ça. Galène.fr, ce serait plus simple à écrire que tierlivre.net. Cette mutation, l'idée de la mutation technique, elle se reproduit à chaque époque, dans des implications qui sont démultipliées, dans cette amplification qui est effectivement un changement d'échelle, mais qui est lié à quoi? Qui est lié à la technologie, ou qui est lié beaucoup plus globalement à la question de l'anthropocène. C'est-à-dire une espèce qui n'arrive plus à maîtriser l'essor disproportionné de son rapport à la Terre et qui la met en danger elle-même la toute première. Et où la masse du sordide est capable d'entraîner la toute petite pointe du meilleur. Et puis là, nous, on continue quand même à chercher en quoi, là, ces nouveaux outils peuvent nous permettre, avec du texte, de découvrir des strates d'énonciation du réel, de construction de représentation de réel, par le texte et dans le texte, où l'image n'est que la médiation d'autres états du texte, avec ses suites de prompts, par exemple, comme possible et constellation de possibles décrivant, modifiant éventuellement cette apparence brute et ordinaire des choses. Tu vois, peut-être que je pourrais me dire, comme contrainte, pendant 1 an, tu refais tous les jours la même vidéo, tu vas reparler du miroir tendu aux lèvres de Napoléon, et puis qu'il y a des gens pour qui ça compte. C'est bizarre, quand même. Bizarre quoi? Bizarre qui? Bizarre nous? Bizarre nous.